religieuses, les sociétés civiles et même les politiques. Franck Aounou et moi recevons dans ce numéro de votre émission Zone Franche un diplômé de Sciences Po Paris pour analyser les différents postulats en présence dans la sous-région à l'avènement de ce qu'on peut appeler la crise nigérienne. Augustin Kodja, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Franck. Bonjour William. Augustin Kodja, bonjour. Bonjour. Allez, notre invité de ce dimanche, William, est également enseignant en économie, les conséquences économiques de la fermeture de toutes les frontières nigériennes avec les pays limitrophes sont déjà perceptibles dans les États comme c'est le cas ici au Bénin. On en parle avec lui en tant que spécialiste de l'économie informelle. Augustin Kodja est également lieutenant-colonel dans la réserve de l'état-major spécialisé pour l'outre-mer et l'étranger et membre du bureau politique national du parti Mouvement des élites engagé pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin en abrégé. À ce titre, on abordera avec lui la perception qui est celle de la diaspora béninoise, de la gouvernance de Patrice Talon à la tête du Bénin, ainsi que le grand silence qui caractérise depuis ce début d'année sa formation politique. Cher invité, bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter à nos questions sur Zone Franche. On va directement au Niger, à Niamey. Nous allons déposer nos premières valises sur Zone Franche. D'entrée, quelle est votre appréciation globale de ce coup d'État survenu au Niger, un quatrième en Afrique de l'Ouest, en moins de, disons, 36 mois? Bonjour encore à tout le monde et bonjour aux téléspectateurs. La situation n'est pas très surprenante. Quand ça a commencé au Mali, en Guinée, et ensuite ça a commencé à faire tache d'huile. Ce qui serait surprenant, c'est que d'autres pays ne soient pas contaminés. Ce qui est sous-jacent, c'est ça qu'il faut d'abord commencer à analyser. Dans quelle situation se trouve l'Afrique actuellement et dans quelle ambiguïté se trouvent les Africains, en l'occurrence la jeunesse qui m'interpelle. Pour faire l'analyse de la situation, donc au Niger, il convient d'interroger un certain nombre de paradigmes. En premier, il y a une sorte de déstabilisation de l'Afrique. Ce que nous avons pensé être un frémissement de développement est d'abord un effacement des équilibres qui existaient avant entre les pays et leurs colonisateurs ou anciens colonisateurs. Il y avait des rapports, des relations qui sont issus déjà des indépendances. Ces rapports ont été déstabilisés par l'entrée sur la scène internationale des pays émergents. Parmi ces pays, il y a ceux qui se font appeler les BRICS. Et à côté de ça, également d'autres pays qui ont des ambitions pour l'exploitation des ressources qui sont aujourd'hui en Afrique. Ces ressources qui attirent de nouveaux pays sur le marché parce que tous les pays ont besoin d'énergie. Et vous allez remarquer aussi qu'il y a une transformation sur le plan du commerce international, sur le plan aussi de la géopolitique et sur le plan de la géostratégie. Les rapports sont inversés. Et il y a de nouveaux pays qui sont devenus plus forts sur la scène internationale. Tous ces pays cherchent ou convoitent les ressources en Afrique. Si on laissait les précarés des anciens colons, il n'y aurait plus de la matière pour les autres cela a toujours été ainsi, non? Pourquoi c'est seulement maintenant que on sent une sorte de réveil de ces pays africains-là, longtemps dominés par disons, la puissance coloniale? Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Les cadres sont rebattus actuellement. C'est là la situation actuelle que nous traversons. C'est qu'il y a, comment je vais dire, il y a une restructuration des équilibres au niveau mondial. Depuis à peu près les années 2000, il y a eu un frémissement des nouveaux acteurs. Ces acteurs, petit à petit, ont pris de la puissance. Vous allez me dire, en l'espace de 10 ans, 15 ans, la Chine a pris une dimension qu'elle n'avait pas avant. La Turquie cherche également sa place en Afrique. Il y a d'autres pays comme ça, les Émirats ont pris aussi de la place. Et tous ces pays ont besoin de matières premières, ils ont besoin de ressources pour leur développement. La situation pour nous aujourd'hui, c'est que ces ressources se trouvent en Afrique et il n'y a que l'Afrique qui n'a pas d'ambition, selon moi. Et notre ambition n'est pas à la dimension vraiment de ce que nous valons. Vous n'avez pas cité par exemple la Russie, même si on sait que historiquement,
le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest se sont affrontés. Aujourd'hui, les dissensions en Afrique sont comme une extension de ces conflits-là. Pourquoi avoir occulté la Russie et comment est-ce que vous n'analysez pas aujourd'hui les choses dans le sens selon lequel on a comme impression que les Africains paient le tribut d'une guerre qui existe ailleurs? Je n'ai pas cité la Russie à dessein, parce que quand on parle des puissances mondiales, la Russie, pour ma part, n'est pas encore au rang d'une puissance mondiale. Quand je cite la Chine, je sais de quoi je parle. La Chine aujourd'hui se bat à armes égales quasiment avec les États-Unis. Elle fait tout le jeu aujourd'hui. Le jeu que fait la Russie aujourd'hui, c'est un autre jeu. Et je fais un distinguo entre la Russie d'aujourd'hui et l'URSS de l'époque. Quand on parlait des deux blocs, c'est parce qu'il y avait un bloc soviétique qui était à l'est, et puis il y a le bloc occidental qui est à l'ouest, qui est constitué des alliés d'hier. Le problème aujourd'hui par rapport aux autres puissances, c'est que la Russie cherche également de l'énergie comme partout, mais la Russie cherche des partenaires commerciaux aussi. Mais la Russie cherche de la déstabilisation militaire en Afrique aujourd'hui, parce que pour reconstituer l'équilibre actuel, c'est-à-dire pour reconstituer un nouvel équilibre, il faut déstabiliser l'équilibre actuel. Et c'est là qu'il faut mettre l'analyse de cette situation. C'est l'équilibre qu'il y a sur le plan, que ce soit sur le plan commercial. Les acteurs ou les partenaires commerciaux d'hier ne peuvent plus aujourd'hui se targuer d'avoir tout seul les marchés avec l'Afrique. Et quand je parle de ressources, ce n'est pas seulement de l'exportation, c'est aussi de l'importation. On vient vendre en Afrique, on vient chercher de la matière première en Afrique et on vient vendre des produits en Afrique. Et la démographie africaine est une manne pour le monde entier. Aujourd'hui, la population occidentale est très vieillissante. Mais la population africaine est jeune et évolue de façon exponentielle. Qui laisserait passer cette manne? Personne. Donc tous les pays aujourd'hui qui produisent cherchent des débouchés, mais pour produire, ils ont besoin de matières premières. Et ils ont besoin également d'énergie. Ils ont besoin d'eau. Ça, c'est un challenge. Aujourd'hui, la guerre de l'eau, on parle de la guerre du pétrole pendant longtemps, avec le Koweït et tout. Aujourd'hui, la guerre n'est plus au pétrole. C'est l'eau. C'est de l'acier. C'est d'autres matières premières que des matières fossiles. Et ça va s'intensifier, malheureusement. Allez, le coup d'État au Niger, ça a tapé sur le système des chefs d'État de la sous-région réunis au sein de la CEDEAO. Les chefs d'État ouest-africains ont-ils raison, à votre avis, de hausser le ton face au cas nigérien? Bien sûr qu'ils ont raison de hausser le ton. La situation, c'est le statut de la CEDEAO, parce que c'est une communauté économique. On n'a pas une autre alternative. Aujourd'hui, pour parler sur le plan régional, on n'a pas d'alternative. Il n'y a pas une autre structure qui aujourd'hui peut porter cette dynamique politique dans la sous-région. Donc, la seule structure au sein de laquelle les chefs d'État peuvent se retrouver, les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest peuvent se retrouver et discuter, c'est la CEDEAO. Et on peut aller encore plus loin. Ce n'est pas une structure économique, ne peut prospérer que dans une dynamique politique stable. Donc la CEDEAO ne peut pas assumer sa mission économique, de communauté économique, sans qu'il y ait une stabilité dans la sous-région. Et cette stabilité est de l'intérêt de tout le monde. Donc la CEDEAO est dans son rôle, in fine. Maintenant qu'on tape du poing sur la table, aujourd'hui on a laissé, la CEDEAO a été un peu lassiste à un moment donné. On n'a pas osé sur un certain nombre de plans, que ce soit sur les troisièmes mandats forcés, que ce soit sur les présidents à vie, ou aujourd'hui sur les coups d'État militaires. La CEDEAO a regardé faire pendant un moment parce que sûrement elle cherchait les possibilités d'intervention et surtout le courage d'intervenir. Aujourd'hui, moi je dis chiche que la CEDEAO se saisisse de cette situation, pour moi, est sincèrement intéressant. Et c'est là, les chefs d'État, n'oubliez pas que dans une sous-région, cette communauté qui porte la gouvernance de la sous-région, que ce soit sur le plan économique, peut se donner cette marge-là et aller chercher la stabilité dans la sous-région. Est-ce que les chefs d'État de la sous-région aujourd'hui prennent
le mal par le bon bout, selon vous, lorsqu'ils, par exemple, font planer l'épée de Damoclès de l'intervention militaire, alors qu'ils n'ont que vocation pour le maintien de la paix, ils n'ont que vocation à entretenir un environnement stable pour la libre circulation des personnes et des biens tant voulus par cette organisation communautaire? Le bon bout, vous savez, quand on veut agir pour la première fois, parce que c'est la première fois que la CEDEAO ose hausser le ton dans la région. Quand on veut faire pour la première fois, forcément on tâtonne à un moment donné. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est de tout faire pour obtenir la paix. Pour obtenir la paix et surtout pour rétablir l'ordre constitutionnel. Si on laisse faire et qu'on cherche à aller dans trop de compromis, on va arriver à une situation de blocage. Pourquoi ? Au moment où la CEDEAO est en train de tergiverser, la junte en place monte en puissance. Ils vont commencer à prendre les institutions, comme ils les ont déjà pour la plupart supprimées, ils ont commencé à remettre en place un ordre institutionnel en constituant un gouvernement. Petit à petit, ils vont occuper le terrain. Si la CEDEAO ne s'empresse pas d'agir maintenant et de prendre encore le temps, et trop de temps, la CEDEAO va s'enliser. Il est temps maintenant et tout de suite pour la communauté ouest-africaine de prendre les taureaux par les cornes. Et s'il faut passer par une intervention militaire, elle passera par une intervention militaire. Voilà, les négociations à un moment donné, quand les négociations s'enlisent, il faut passer par une intervention militaire et l'armée est là pour dissuader. Et vous allez me dire qu'il n'y a pas une armée ouest-africaine, mais c'est comme quand les casques bleus interviennent, ce sont des armées qu'on agrège pour constituer une force d'intervention au nom ou sous la houlette des Nations Unies. Donc ça va être la même chose. La négociation, vous en parliez tantôt, la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations Unies, toutes jointes ont échoué en matière de négociation. Comment vous l'expliquez? Pourtant, c'est un ensemble assez solide là. Oui, mais ont-ils échoué vraiment? C'est là qu'il faut commencer à apporter l'analyse. Est-ce que la junte en place a intérêt à céder? Déjà, est-ce qu'on sait réellement quelle idée les a poussés à destituer un président démocratiquement élu? Il parle de lutte contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme, je ne pense pas que cette junte ait la capacité, toute seule, de mener cette lutte. On a vu ce qui s'est passé lors de l'opération Barkhane au Mali. Le G5 Sahel, on a su ce qui s'est passé dans ces structures. C'est à coup de milliards de dollars qu'on se bat contre le terrorisme, qu'on a commencé à le battre contre le terrorisme depuis des années. À coup de milliards. Le Niger, tout seul. Avec cette junte-là, est-ce que ce Niger a les moyens de se battre efficacement contre le terrorisme? L'avantage qu'on avait avec le président Bazoum, c'est qu'il y avait autour de lui une agrégation de forces. Et le déploiement militaire français qui était au Mali est venu se positionner, il ne vous est pas échappé, au Niger. Aujourd'hui, dire qu'on enlève celui qui a la légitimité sous-régionale et internationale, on l'enlève pour constituer une nouvelle troupe ou un nouveau pouvoir fait de briques et de brocs pour lutter contre le terrorisme me semble un peu limite en termes d'arguments. Les chefs d'état-major de la sous-région, ce jeudi 17 et ce vendredi 18, se sont rencontrés. Ils sont prêts, ils l'ont confirmé aux différents chefs d'État et la menace d'intervention militaire aujourd'hui est brandie. Pour vous, est-ce que l'organisation dans sa constitution, dans ses statuts, a vocation à intervenir militaire et a des bases, des fondements juridiques pour le faire? Je l'ai dit tantôt, la CEDEAO aujourd'hui est la seule institution régionale ouest-africaine qui réunit les chefs d'État de tous les pays, membres de tous les pays ouest-africains. Pour trouver une légitimité à une action, il faut que ces présidents se retrouvent quelque part, c'est-à-dire les chefs d'État de ces pays se retrouvent quelque part. Le seul lieu ou le seul endroit où ce dialogue peut se tenir, c'est au sein de la CEDEAO. Même si sa vocation de base était une vocation purement économique, la CEDEAO peut élargir ses bases en essayant déjà dans un premier temps de garantir la stabilité dans la sous-région pour
l'économie, en faveur de l'économie. Maintenant, la décision des chefs d'état-major pour agir, je vais décliner ça à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est aujourd'hui la France ou ses alliés qui intervenaient plus fréquemment en Afrique. Nous savons ce sentiment que les Africains ont aujourd'hui, et la France aussi légitimement, les Français et les Européens se sont commencés à se désengager de l'Afrique. Il y a eu le budget de l'armée française qui a été voté, un budget de 2024 à 2030 de plus de 400 milliards d'euros. Et ce budget, il y a très peu de place pour l'Afrique dedans. Ça veut dire qu'on donne aux Africains la liberté d'aller chercher elles-mêmes les solutions. Donc, le deuxième niveau vient, ce sont les cadres des armées ouest-africaines qui doivent se réunir et dire les conditions ou le cadre dans lequel cette opération peut avoir lieu. Et je pense que c'est ce qu'ils sont allés faire. Et là, il revient au chef d'État, au sein de la CEDEAO, de voir la feuille de route posée par les chefs d'état-major pour voir dans quelles conditions on peut les autoriser et agir légalement dans ce contexte-là. Alors, un autre développement très intéressant dans cette situation du Niger, la junte menace de poursuivre devant les juridictions compétentes le président Bazoum déchu pour haute trahison. À votre avis, est-ce que c'est pour mettre la pression sur la CEDEAO ou c'est déjà un égarement pour la junte dès la prise de pouvoir? Je pense que déjà, en toute sincérité, cette juridiction en question, à part un tribunal militaire, étant donné qu'ils ont destitué ou déstabilisé toutes les institutions, je dis même supprimé ou suspendu les institutions, il n'y a plus d'institutions légitimes aujourd'hui pour juger qui que ce soit. Maintenant, s'ils rétablissent une cour exprès pour pouvoir juger un président, on va aller chercher la légitimité de cette cour-là. Nous sommes dans une situation où tout ce qui peut se faire ne peut être que provisoire. Parce que la nation a élu un président, ce président a été destitué, et la junte qui est en place aujourd'hui va se donner d'abord une légitimité d'agir. Cette légitimité n'étant pas, je ne vois pas dans quel cadre on pourrait juger quelqu'un. Donc ça va être un tribunal militaire qui jugera un civil. Et je ne sais pas comment ça peut se mettre en place. Donc ils ont encore du pain sur la planche. J'ai une petite inquiétude. Bazoum reste le président qui avait été élu jusqu'à sa destitution. Alors, il a des militants aujourd'hui dans la population. Et de l'autre côté, ceux qui soutiennent, disons fermement, la junte militaire pour le coup d'État perpétré. Est-ce que vous partagez mon inquiétude quant à un peu l'enlisement de la situation en interne? L'enlisement de la situation en interne va venir du courage ou de la peur des citoyens. Il y a une situation de déséquilibre. Et chaque fois qu'il y a un coup d'État, il y a toujours eu une situation de déséquilibre. Cette situation de déséquilibre va rester telle qu'elle jusqu'au moment où une nouvelle forme d'équilibre va se mettre en place. Et cette nouvelle forme d'équilibre dans notre société, dans nos sociétés d'aujourd'hui, ne peut passer que par les urnes. Et donc, les militaires, peut-être sont là pour longtemps, si on ne les pousse pas à quitter là. Ils vont s'installer pour longtemps jusqu'à ce qu'il y ait de nouvelles élections. Pendant ce temps, la population sera dans une situation d'inquiétude et de déséquilibre. Parlant d'inquiétude et de déséquilibre, l'une des conséquences qu'on voit déjà avec la posture des chefs d'État, et notamment la décision de fermeture des frontières, de toutes les frontières du Niger par les autorités de la junte, ce sont les conséquences économiques déjà qui sont perceptibles dans les États. Est-ce que vous ne voyez pas là les citoyens payer le tribut de cette crise économique au Niger et dans les États voisins? En période de guerre, on parle d'effets collatéraux. Là, c'est malheureux, c'est triste à dire, mais en voyant de plus près, quelle autre possibilité aurait la sous-région, les autorités sous-régionales, de peser sur la situation aujourd'hui au Niger? Il n'y en a pas d'autre. Je ne vois pas d'alternative. C'est soit on va
en guerre, soit on contraint d'une façon ou d'une autre la junte en place à laisser le pouvoir à un civil ou faire revenir l'ordre constitutionnel. Les effets aujourd'hui économiques, vous savez, on a souvent tendance à voir le commerce en Afrique sous une forme import-export avec l'Occident. Mais notre commerce sous-régional est très, très dynamique. Avant, c'était, comment je vais dire, un autre pan de notre économie qui est très, très puissant. Tout le commerce informel est basé sur le commerce sous-régional. Bénin, Niger, Nigeria, Niger, Togo, Niger, Côte d'Ivoire, Niger, Burkina, ainsi de suite. Les personnes et les biens circulent avec une fluidité extraordinaire, soit officiellement par la douane ou soit par comment je vais dire, par des chemins détournés, mais c'est un commerce très dynamique. Aujourd'hui, fermer les frontières, c'est une pression supplémentaire. Donc la junte va se trouver dans une situation de ne plus gouverner le pays, parce que gouverner, avant toute chose, c'est de pouvoir diriger, et diriger, c'est garder la fluidité au niveau du commerce, garder une fluidité au niveau de la circulation des personnes et des biens. Vous voyez, quand on ferme la frontière entre le Nigeria et le Bénin, ce que ça peut causer, malgré le fait que le Bénin ait des ressorts internes sur lesquels il peut jouer pour se sortir de ce passe. Mais quand on regarde avec le Niger, qui est en plus un pays enclavé par rapport, qui n'a pas de débouché sur la mer, vous comprenez que ça peut être très dissuasif de mettre en place des mesures comme cela. Malheureusement, la population peut en pâtir, mais si on ne fait rien, il n'y aura rien. Alors, est-ce que vous voyez le Bénin au rang des pays qui partagent les frontières avec le Niger? Le Bénin, à votre avis, serait-il plus touché par les affres de cette situation? Oui, le commerce avec le Niger est très dynamique. Partant de notre port, déjà, comme c'est un pays enclavé, ils ont besoin déjà du port. Le Bénin peut en pâtir aussi, parce que les marchandises qui quittent le port doivent monter et d'autres marchandises descendent du Niger pour aller jusqu'au port du Bénin. Donc nous sommes un couloir pour le Niger jusqu'à la mer. Et le Niger est aussi une sorte de débouché pour nous. Il y a le professeur John Igué qui parlait de pays, État, entrepôt quand il parlait du Bénin. Il dit du Bénin part vers les autres régions, dans les pays de la sous-région, plein de marchandises. Donc chaque frontière qui est fermée avec le Bénin, ça fait mal de l'autre côté et ça fait mal au Bénin aussi. Donc en mettant cette pression, nous savons sincèrement au Bénin que nous allons subir aussi les écumes de la vague qui va passer. Mais je le dis encore une fois, doit-on rester les bras croisés? C'est là tout le fond de ce sujet et l'analyse que nous devons faire de cette situation. Que faut-il faire alors? C'est ce qui est en train d'être fait. La première chose, déjà, c'est de négocier. La négociation a été tentée, la négociation continue, mais on sent que la junte ne veut pas écouter ce qui est attendu. Parce que la CEDEAO, aujourd'hui, ne peut pas obtenir un autre résultat que le rétablissement de l'ordre constitutionnel. C'est ce qui est visé. C'est un minimum. Si la CEDEAO n'obtient pas ça, c'est que la CEDEAO s'est fourvoyée. Et on ne peut pas se le permettre, ça. Donc, dans tous les cas, il y a eu la négociation. Ensuite, il y a des mesures coercitives. Si ces mesures ne fonctionnent pas, la troisième solution, c'est une intervention militaire. Et en faisant attention de ne pas avoir trop de dégâts collatéraux et surtout trop de mouvements au niveau de la population. Voilà, qui a bien dit. Nous allons aborder le troisième axe de nos discussions ce dimanche. La gouvernance du Bénin sous la rupture. Eh bien, vous êtes à des milliers de kilomètres d'ici, c'est vrai, vous êtes béninois. Comment ces béninois-là, y compris vous qui vivez en tout cas à l'extérieur, comment vous percevez la gouvernance du président Patrice Talon à la tête du Bénin depuis 2016? Bien évidemment, on a senti un frémissement au départ qui est parti sur les chapeaux de roue, construction des infrastructures, gestion de la question de l'électricité, de l'eau et
petit à petit le problème foncier et la restauration de certains patrimoines, l'érection de quelques statues. Et on en arrive aujourd'hui à voir un pays qui a pris résolument le chemin du développement. De l'extérieur, on voit un pays qui a envie de bouger, d'avancer. Et quand on est dans cette dynamique et qu'on débarque dans le pays, c'est là qu'on cherche à regarder, à voir les écarts. Et en essayant de voir ces écarts, on voit que ce qui est fait et ce qui est perçu par la population, on voit que la population est en adéquation, en accord avec ce qui se passe, même s'il y a quelques personnes qui rechignent par rapport à ce qui se passe, parce que j'ai entendu dire par exemple qu'on ne mangera pas le bitume, qu'on ne mangera pas les routes. À ces gens-là, je dirais tout simplement patience, parce que le volet social a commencé seulement. Mais qui peut construire un immeuble sans faire de fondation? La fondation en économie, ce sont les infrastructures. Si on n'a pas de route, on ne peut pas acheminer des produits du nord, du Bénin, jusqu'au port. Ce sont des hommes qui doivent faire la fondation et ces hommes-là se disent un peu affaiblis parce que bon, on a trop serré, ça ne bouge pas trop, l'argent pour l'avoir, c'est un peu trop dur comparé à une période donnée. Comment voulez-vous apprécier la beauté de votre édifice au moment où vous êtes en train de mettre sous terre les fondations? Donc, je vois qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est comme ça que moi j'analyse la situation. Je vois depuis quelques années, il n'y a que depuis 2016 que j'ai commencé à voir vraiment mettre en place un certain nombre de structures qui sont là pour durer. Quand on met en place, quand on essaie de trouver l'autonomie énergétique dans un pays, vous ne pouvez pas mesurer ce que ça représente. Si on prend un gros pays comme la France, on a eu au moment de la guerre en Ukraine une difficulté en France, c'était les difficultés au niveau de l'électricité et du gaz. On demandait aux gens d'allumer leur lumière à telle heure et d'éteindre à telle autre heure. L'indépendance énergétique est un facteur déterminant dans le développement d'un pays. Un pays qui n'a pas de l'énergie, qui n'a pas de l'eau, qui n'a pas les infrastructures routières, les infrastructures qui permettent la navigabilité de nos fleuves. On a le lac, on a le fleuve et on ne peut pas les utiliser. Donc tout ça, ces équipements, je vois les marchés, ainsi de suite. Comment peut-on commencer à concevoir ou construire le reste sans mettre en place ces éléments déterminants dans la construction et le développement d'un pays? Vous êtes en train de nous dire que le Bénin est énergétiquement indépendant? C'est fini, on ne va plus souffrir de... non, pour être totalement indépendant, oui, il faut encore mettre en place, et j'ai vu, ça a commencé, il faut avoir, et c'est le piège aussi pour certains pays occidentaux, il faut avoir aussi la capacité de faire un mixte énergétique. Ça veut dire un peu de solaire, un peu d'hydroélectrique, un peu de bio-énergie, ainsi de suite. Il y a plusieurs types d'énergie. Et le pays qui arrive à se créer une alternative énergétique, c'est un pays qui peut trouver une stabilité et une indépendance surtout. Au moment où les barrages ne fonctionnent plus, il faut que l'énergie solaire compense. Au moment où tout ça ne fonctionne plus, il faut qu'il y ait un autre relais. Et il faut déjà évaluer tout ça et voir aussi le déploiement que nous aurions à faire, parce qu'il y a un autre piège. Quand on engage le développement d'un pays, on est de plus en plus dépendant de l'énergie. Donc plus on construit, plus on aura besoin d'énergie pour que les gens s'éclairent, pour que les gens puissent utiliser l'électricité aussi chez eux. Et plus on va installer des usines, plus on va installer des structures comme ça, plus on aura besoin d'énergie. Et là, il faut varier l'énergie aussi. On varie surtout aussi pour que ce soit moins cher. Parce que si on n'utilise que l'hydro, l'entretien et la production peuvent coûter cher. Vous savez que l'électricité se stocke difficilement. Donc, on ne peut pas stocker l'énergie facilement. Donc, ce qui fait aussi que ce qui est produit est utilisé tout de suite. Donc, tout ça se gère. Est-ce que cette lecture un peu douce n'est pas celle du Béninois de l'étranger et non celui qui vit au quotidien sous ce soleil et sous ces ceintures encore toujours serrées? Bien sûr, et moi je ne peux prendre la parole que quand on
Béninois de l'étranger. Mais si je dis ça encore, je biaise un peu mon analyse parce que je viens régulièrement au Bénin et autour de moi, j'ai des personnes qui vivent la réalité sur place. Et la réponse que je viens de donner aux Béninois, c'est la réponse que je donne aux miens. Donc, je n'ai pas du tout triché dans ma réponse. Aujourd'hui, il y a des étapes. Les étapes, aujourd'hui, je ne peux pas dire que le Béninois, le commun des Béninois ne ressent pas que la ceinture qui est serrée, ne ressent pas le poids des taxes, ne ressent pas quelques difficultés dans son quotidien. Mais c'est bien évident, c'est évident que ces difficultés existent. On peut les atténuer. Je pense que le volet social va permettre d'amortir un peu ces difficultés. Mais il est toujours temps de dire aux Béninois qu'il n'y a que celui qui a semé qui peut récolter. Donc ce que nous semons aujourd'hui, nous serions demain en droit de le revendiquer devant qui que ce soit qui prend la magistrature suprême. Nous pouvons lui demander des comptes en disant que c'est notre sueur et que c'est notre souffrance qu'il est en train de gérer. À partir de ce moment, on peut lui demander des comptes. Mais tant que nous n'avons pas sué et que nous n'avons pas souffert, nous ne pouvons pas demander des comptes. Allez, vous avez visité quelle autre ville à part Cotonou depuis votre arrivée au pays? Ah ben plein. J'étais à Bomé, j'étais à Ouida, j'étais à Porto Novo, j'ai été à Paracou. Donc quand je suis là, je circule énormément. Paracou m'intéresse bien. Vous savez que c'est la métropole du Septentrion. Alors, quand vous prenez Cotonou, vous prenez Paracou, la ville que vous avez sillonnée, qu'est-ce qu'on aurait dû faire un peu à Paracou pour rendre un peu les activités économiques et tout ça un peu dynamique là-bas? Parce qu'à Cotonou, ça bouge. Ce n'est pas le cas. Quand vous êtes allé à Paracou, vous avez dû remarquer. Oui, mais les dynamismes, on ne peut pas déjà comparer Paracou à Cotonou parce que Cotonou est... dès qu'on descend de l'avion, on est déjà à Cotonou. Et puis, Cotonou est dynamique aussi par le port et par les activités qui s'y passent. Donc, Cotonou est un point d'ancrage historique et encore aujourd'hui actuel pour le Bénin. Paracou doit son développement au départ à l'implantation de quelques structures, quelques usines comme Coteb à l'époque, je pense, ainsi de suite. Et surtout, au départ, c'était plus par rapport à l'agriculture et à quelques transformations. Mais moi, j'ai ressenti qu'il y a une ville qui naît, même à Paracou, quelques infrastructures qui sont en train de se mettre en place. Mais ce qui fait bouger une ville n'est pas tant une fabrication es nihilo venant de quelqu'un qui chapeaute tout. Avec la meilleure volonté du monde, les autorités administratives centrales comme le gouvernement ou autres ne peuvent pas créer une ville dynamique. C'est les habitants, ce sont les habitants de la ville ou cette volonté d'aller s'implanter dans cette région qui va dynamiser la région. Mais il faut créer les facteurs pour que la volonté naisse et qu'elle prospère. Ces facteurs aujourd'hui vont être le déploiement de nouvelles entreprises ou d'industries dans ces régions-là qui vont inciter les personnes à aller s'installer. Et une fois que ces personnes s'installent sur place, c'est eux qui vont créer l'animation de cette ville. Donc c'est un peu compliqué de fabriquer une ville pour les gens. Une ville est toujours l'image de ses habitants. Et une ville cosmopolitaine est une ville très dangereuse parce que une ville ce que j'appelle ville cosmopolitaine, c'est une ville qui a été fabriquée juste parce qu'on a implanté quelques entreprises, on a mis des casernes militaires, on a mis des écoles ou des universités. Les jeunes y affluent, mais à un moment donné, une nouvelle politique ou une stratégie de développement fera en sorte qu'on peut déplacer la caserne, on peut déplacer l'hôpital et puis la ville devient une ville fantôme. On en a vu dans plusieurs pays, ça existe, des situations comme ça. Et il faut mieux que ce soit les autochtones qui donnent l'impulsion et on les accompagne dans ce qu'ils veulent faire de leur ville. Et encore une fois, bien évidemment, on a besoin d'infrastructures, on a besoin d'électricité, d'eau et toute cette base dont j'ai parlé tout à l'heure pour donner une puissance, un frémissement à une ville. Allez, Patrice Talon, encore un peu plus de 3 ans à passer à la tête du Bénin.
quelles propositions pour parfaire ces projets de développement, cette ambition de véritablement hisser le Bénin au concert des nations prospères? Quel conseil? Moi, je vois déjà ce qui a été fait et la crainte qu'on pourrait avoir quand on est dans la diaspora et surtout quand on est analyste politique, c'est de voir les éléments de déstabilisation qui peuvent venir juguler la dynamique de développement d'un pays. Et nous avons connu quelques systèmes comme ça, comme le Covid-19, pour ne prendre que cet exemple-là. Dans cette dynamique, c'est là qu'on voit la puissance d'une structure qui se met en place. Le Bénin a géré comme jamais. Le Bénin a géré plus que certains pays occidentaux ou quelques pays orientaux. Cette gestion qui a été faite de ne pas tout bloquer et de faire des îlots a permis de maintenir à flot l'économie pendant que il n'y a plus de flux réellement pour maintenir le système comme c'était avant. Donc, cette réflexion, cette analyse, je vais oser le dire, cette intelligence a permis déjà de montrer la capacité que nous avons. Après, il y a eu la période de résilience. Cette période pendant laquelle on demandait un moratoire sur la dette. Tous les pays, déjà les pays africains avaient demandé qu'on annule leurs dettes. Les pays européens qui avaient déjà fait une annulation de la dette dans les années 2000 ont dit, nous on ne le refait plus. Sauf si les nouveaux pays auprès desquels vous vous êtes endettés sont d'accord pour supprimer aussi leurs dettes. La Chine et les autres pays ont dit non. C'est pourquoi la France a négocié pour les pays africains francophones un moratoire sur la dette. Le Bénin, au départ, a dit non. Eux, ils ne veulent pas. Le Bénin a continué à payer ses dettes. Et quand on est sorti, donc on est rentré dans cette période de résilience, le Bénin a eu beaucoup plus de rapidité à se retrouver en équilibre que plusieurs autres pays qui traînent encore la situation du Covid parce que ça a déséquilibré pas mal de pays. Donc il y a eu une conjonction de deux intelligences qui nous ont permis d'être là. Alors, pour que vous ne dites pas que je fuis votre question... J'attendais que vous chutiez d'ailleurs. Oui, donc... Pourquoi, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut apporter aujourd'hui, c'est qu'il continue à avoir cette vision. Parce que souvent, après quelques années de pouvoir, la puissance d'analyse des hommes politiques s'étiole. Donc, moi, ce que je peux souhaiter au président Talon, c'est de garder cette dynamique intellectuelle et de toujours avoir de l'ambition pour le Bénin. La deuxième chose qui est importante, et qu'il faut mettre en place, je vois que le président Talon a beaucoup de perspectives. Perspectives que moi, je différencie de la prospective. La prospective, c'est d'établir le développement d'un pays sur 25-50 ans. Aujourd'hui, tout le monde applaudirait le jour où le président Talon quitterait le pouvoir en disant « il a fait plein de choses ». Mais on ne sait pas qui viendra après, et on ne sait pas ce que cette personne ferait de là. En partant, s'il laissait une sorte de cahier des charges, à charge pour l'autre de le suivre ou pas. Mais s'il pouvait laisser sur place un cahier des charges, c'est-à-dire voilà la vision que nous avons pour le Bénin en 2050, c'est la vision que nous avons pour le Bénin en 2100, ce serait quelque chose d'extraordinaire. À partir de ce moment, c'est de la prospective. Et cette prospective intègre un ensemble de choses dont l'entretien de ce qui a été déjà fait et ensuite le déploiement de nouvelles structures qui peuvent nous porter et accompagner le Bénin pendant quelques années encore. Et c'est à travers ça que le développement se met en place. Vous savez, et je vais finir là-dessus, le développement est une question d'agrégation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un président vient, il fait quelque chose et l'autre il vient, il doit compléter. Donc, à force d'empiler, on arrive à quelque chose de haut. Ce que j'ai remarqué en Afrique, et pas forcément au Bénin seulement, ce que j'ai remarqué, c'est quand un président arrive, soit il balaie tout ce que l'autre a fait, ou il dit, l'autre n'a rien fait du tout, il faut que moi je fasse quelque chose de nouveau. Il veut imprimer sa marque. On peut imprimer sa marque au bout de ce que l'autre a déjà fait pour pousser encore plus loin
ce que l'autre a mis en place. C'est comme ça que les autres pays se sont développés. C'est pourquoi vous partez en France aujourd'hui, vous allez voir l'architecture qui a été pensée par Haussmann à l'époque est toujours d'actualité, et ceux qui arrivent protègent ces monuments qui sont aujourd'hui des monuments historiques pour la France. Alors, parlons politique. Nous allons parler, disons, de votre formation politique, Moël Bénin. Est-ce que le parti existe toujours? Puisque là, on n'a pas véritablement eu de nouvelles depuis les législatives. Que devient le parti? Moël Bénin se porte très bien. Moël Bénin se porte très très bien. C'est vrai que nous sommes sortis des élections législatives de janvier un peu émoussées, avec quelques difficultés, mais nous avons à Moël Bénin, c'est dans nos gènes, c'est notre ADN. À Moël Bénin, je l'ai toujours vu, que ce soit pour gérer les situations en interne ou en externe. À Moël Bénin, quand il y a une situation, on ne cherche pas à l'extérieur les responsables. Donc, à Moël Bénin, nous nous sommes posé la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas été. Nous nous sommes rassemblés ou réunis en conclave à Boycon pour réfléchir sur les tenants et les aboutissants de la situation lors des élections législatives. Il en est ressorti quelques éléments dont je vous ferai grâce. Non, ne nous en faites pas grâce, partagez avec les Béninois. Les Béninois ont envie de savoir ce qui se mijote à Moël Bénin depuis le 8 janvier 2023. Nous avons fait émerger un certain nombre de réflexions qui nous appartiennent pour l'instant, c'est ce que je veux dire. Parce que pourquoi ça nous appartient pour l'instant, et il n'est pas de notre nature de faire la langue de bois, hein, ça c'est certain. Mais ce n'est pas venu le moment de dire les fruits de nos réflexions, parce que ces fruits nous aident aujourd'hui à préparer une nouvelle dynamique de notre parti. Moël Bénin va sortir tel le phénix de ses cendres, et vous allez tous voir, nous avons notre congrès très bientôt, c'est-à-dire le 2 septembre, et vous allez voir émerger, toutes nos structures vont changer. Moël Bénin est dans une nouvelle dynamique, nous avons appris de nos erreurs, nous savons ce que nous avons réussi, et nous savons ce que nous avons moins bien fait. Et c'est ça, nous sommes dans notre bulle, en train de réfléchir. Il y a des réunions régulièrement, quasiment toutes les semaines, pour forger et fabriquer cette nouvelle dynamique. Autrement, nous sommes tous mobilisés, nous n'avons pas perdu d'adhérents, ils sont toujours là, ils sont présents, nos militants sont là, et nous travaillons. Et vous allez voir. Est-ce que c'est pas trop beau ça? Est-ce que avant le phénix, Moël Bénin, c'est pas l'autruche qui, devant la difficulté de l'échec au communal en 2020, ensuite qu'est-ce que je veux dire, aux législatives de 2023, merci Franck, se recoqueville et qu'on ne voit plus du tout sur la scène politique, qui laisse le débat politique à d'autres mouvements, qui n'anime plus la vie politique, alors que c'est la vocation première d'une formation politique. Nous n'avons pas eu déjà d'échec au communal, parce que nous n'y étions pas. Bon, c'est la première élection, c'est notre première joute. Donc, la législative, donc, accepter que pour une première, nous puissions avoir quelques revers. Nous avons vu ce que c'est. Nous sommes quand même sortis par le haut, parce que à la suite de ces élections, nous avons vu quand même que Moël Bénin s'est imprimé, mais imprimé dans le tissu politique béninois. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut plus dire qu'il ne connaît pas Moël Bénin. Nous nous sommes imprimés, et on peut aujourd'hui dire il y a... C'était l'objectif au départ? Personne ne part à une élection en se disant, même si je me fais connaître. me fait connaître. Non, mais ça faisait partie de nos objectifs, mais c'était minime par rapport au fait d'avoir au moins des représentants, parce que nous avons cette vocation-là. Mais nous nous sommes aussi apaisés très vite en nous disant que c'est une première. Nous avons appris, mais beaucoup appris de ce jeu, et nous savons
comment nous devons jouer désormais. Et ça, c'est déjà très intéressant pour nous. Et nous allons peser, vous allez voir. Moued Bénin va peser. L'une des rares décisions que vous avez, prise au niveau du parti, c'est concernant la suscitation des candidatures. Oui. Pourquoi êtes-vous aussi allergique à cette volonté des gens de pointer du doigt une personnalité qu'on veut avoir, la Marina? Dans mon souvenir, Moued Bénin n'est pas fébrile sur la question. Au contraire, nous avons tranché cette question à une de nos séances, l'une des séances extraordinaires du Bureau politique national. J'y étais d'ailleurs en présentiel. Nous avons tranché cette question. Aujourd'hui, la position de Moued Bénin par rapport aux suscitations de candidatures est très claire. Moued Bénin dit à ses militants: si vous voulez susciter un candidat, faites. Mais on ne le fait pas au nom du parti. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Bureau politique national n'a pas pris de position claire sur un candidat que nous pouvons présenter nous-mêmes en interne, sur un candidat que nous pouvons suivre ou accompagner. Donc, si ça n'a pas été tranché déjà dans un premier temps, on aura un peu de mal à dire à nos militants: suivez quelqu'un ou ne suivez personne. Donc, une fois que ce serait tranché, si nous avons un candidat à notre sein, à partir de ce moment, tout le monde suit notre candidat. Si nous voulons suivre un candidat, tout le monde va suivre ce candidat. Pour l'instant, nous considérons que la suscitation ne veut pas dire le vote. Celui qui est suscité, vous comprenez que c'est complètement informel. C'est totalement informel. Ça ne veut rien dire d'ailleurs sur un plan légal, pur et législatif. C'est pas une loi ne demande pas à être de la suscitation. Ce sont des personnes qui se regroupent et qui proposent à quelqu'un d'être candidat. Et la personne qui est suscitée peut même dire: je ne veux pas l'être. Vous voyez un peu la logique. Donc Moued Bénin s'est dit lors de ce bureau politique national: pourquoi se prendre la tête à vouloir prendre des décisions sur une question qui n'a même pas de consistance? Chaque personne en son âme et conscience, s'il veut susciter, appeler quelqu'un à être candidat, qu'elle le fasse. Est-ce que cela ne démobilise pas vos militants, parce que si votre ligne de conduite n'est pas encore connue et que vous permettez déjà des suscitations, est-ce que ce ne sont pas des militants qui pourraient vous échapper à l'heure de la décision, encore qu'on ne sait pas combien de temps il faut attendre encore avant de connaître votre feuille de route? Non, mais moi j'ai vu des mouvements pareils, comment je vais dire, même au sein du même parti. J'ai vu aux États-Unis, on l'a vu en France, dans certains partis politiques, et on le voit ailleurs. Ça s'apparente un peu, ce n'est pas toute chose étant égale par ailleurs, ça s'apparente aux primaires qu'on voit chez les démocrates et les républicains aux États-Unis, où dans le même courant ou dans la même structure politique, il y a des suscitations ou des candidats qui se déclarent peu ou prou, et on s'invective, on se partage, on va sur les plateaux de télé, on dit tout le mal qu'on pense de l'autre candidat qui est du même parti que nous, et à la fin, on s'entend, on vote et on dit c'est celui-là qui va, et tout le monde se mobilise derrière. Je pense que dans la logique de Moued Bénin, qui a toujours voulu faire de la politique autrement, nous on a toujours dit ça, c'est notre slogan, on veut toujours faire on a dit qu'on veut faire de la politique autrement. Et aujourd'hui, pour nous, commencer à dire à nos adhérents: vous n'irez nulle part, restez là en attendant qu'on réfléchisse, c'est là qu'on les perdrait. Parce qu'ils vont se dire: mais là, il y a certains qui vont aller dans un camp, d'autres qui vont aller dans l'autre camp. Non, aujourd'hui, on les laisse faire. Et au moment où la récréation va être sifflée, vous allez voir pourquoi est-ce que tout le monde rentrerait après dans les rangs. C'est très simple. Aujourd'hui, un militant de Moued Bénin qui va susciter un candidat de l'opposition, oui, c'est inenvisageable. Là, il déchire sa carte et puis il s'en va. Mais il peut susciter un candidat de la mouvance. Pourquoi? Parce que nous faisons partie de la mouvance, et à partir de ce moment, nous savons qu'à la fin, il y aurait une orientation claire dans cette dynamique-là. Donc c'est la même maison, et à partir de ce moment, qu'on aille chez celui-ci ou que pour celui-là, c'est encore une façon de prendre de l'avance par rapport à la politique comme ça se faisait avant. Alors, c'est clair, vous l'avez dit, ouais. Quelqu'un qui suscite un candidat de l'opposition, cette personne déchire sa carte de membre, et puis c'est fini. Cela voudra dire que Moued Bénin
pieds et têtes, les mains dans la mouvance, c'est clair. Nous avons coutume de dire que nous sommes un parti indépendant dans un mouvement dynamique. C'est-à-dire, Moël Bénin, c'est Moël Bénin. Mais il fait partie d'un conglomérat qui soutient le président Talon. Le président Talon n'a pas de parti politique. Il peut compter sur Moël Bénin, il peut compter sur UPR, il peut compter sur BR. Et nous travaillons ensemble. Alors, une fusion envisageable ou envisagée? Oui. Vous allez fondre dans le BR, l'UPR, je ne sais quoi. Parce qu'on a vu d'autres partis dits satellites comme vous, à Patrice Talon dans sa mouvance, qui ont rejoint d'autres formations. Je veux parler de l'UDBN, je veux parler du PRD également. Oui, mais cette question n'est plus d'actualité pour nous. C'est un marronnier et ça revient à chaque saison. Mais ce n'est pas d'actualité. Moël Bénin, Moël Bénin est en train de travailler aujourd'hui comme nous sommes en train de faire, et avec la puissance, la nouvelle puissance que nous sommes en train de donner à ce parti, ce n'est pas pour aller nous fondre dans un autre parti. Ce n'est pas d'actualité. Ce sera d'actualité? Nous n'en avons pas discuté et il n'a jamais été question de ça. C'est-à-dire, on ne s'est jamais posé cette question au Bureau politique national, se dire, est-ce qu'il est temps d'aller se fondre dans un autre parti? Nous sommes une force alternative. Et cette force alternative a une mission, un travail. Et vous avez dit, le président Talon peut compter sur vous s'il a des soucis avec ses autres alliés, ou qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Une force alternative. La force alternative, c'est une force qui apporte une autre offre politique que les autres. Notre offre politique n'est pas du tout la même offre politique que l'UPR ou le BR. C'est laquelle? Où se situe la différence? La différence entre nous, c'est que nous sommes déjà à la base un parti centriste. Ça veut dire que notre réflexion est ancrée dans la dynamique Bénin et non dans une dynamique partisane. Et la différence qu'on peut faire entre Moël Bénin et les autres partis, c'est que Moël Bénin n'est pas là pour être une dynamique, un mouvement purement politique qui est là seulement pour les élections, qui est là seulement pour orienter à agir et avoir des députés. Nous en voulons parce que c'est ça qui va nous donner la puissance. Mais ce que fait Moël Bénin aujourd'hui, c'est d'offrir aux jeunes béninois, aux femmes, aux personnes en situation de handicap, le Bénin dans toute sa diversité, la force de pouvoir comprendre le jeu politique et de prendre sa part dans la dynamique politique. Aujourd'hui, on voit que tout le monde au Bénin parle politique, mais très peu de personnes comprennent la politique. Et c'est ce qu'on voit que les partis politiques sur le terrain ne font pas ce travail sur le terrain. C'est un travail très difficile et très coûteux. C'est pourquoi les autres ne s'aventurent pas sur ce terrain-là. Mais nous, c'est notre ambition. Un jour, le Bénin comprendra. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas pressés. Et nous avançons à notre rythme. D'accord. L'une de vos réflexions les plus profondes est celle que vous amenez en congrès national très prochainement avec au thème central Moël Bénin résolument en marche, et vous dites également en conférence inaugurale très prochainement la réforme du système partisan en marche. Vous marchez beaucoup comme un ancien mouvement du Bénin et une république qui est en marche de l'autre côté où vous vivez précisément. Oui, effectivement, ça nous fait penser à quelqu'un. Mais là, sans marcher, on n'arrive nulle part. Et ça veut dire déjà, pour marcher, il faut être dans une posture verticale. Cette verticalité, peut-être, nous ne l'avions pas trouvée pendant un moment. Maintenant, nous sommes debout. Maintenant que nous sommes debout, il faut qu'on marche. Et avancer veut dire ça, poser un pas devant un autre. Et mettre ça dans nos thèmes, le mot marche, montre déjà l'ambition qu'il y a derrière, c'est-à-dire l'ambition qui est la nôtre, aujourd'hui, d'aller. Donc, dans marcher, entendez aller, et on va toujours quelque part. Nos objectifs sont devant nous, désormais, et c'est ça que nous allons chercher, et c'est vers ça que nous projetons. Parler de la marche veut dire aussi qu'aujourd'hui, il y a une sorte de dynamique qui s'est réveillée. Il y a une sorte de volonté d'aller au combat, d'aller au front, d'aller là où ça se trouve. Et ça, c'est avec toute la masse de personnes que nous avons pu identifier, qui nous ont accompagnés aussi pendant les élections, les demandes qui nous sont faites sur le terrain pendant les élections, les attentes qui n'ont pas été assouvies,
C'est à ces questions-là que nous voulons répondre en disant que nous sommes en marche. Allez, le système partisan en marche. Oui. Ça me pose un petit problème lorsque je vois toujours des militants d'un parti migrer vers un autre, d'un courant migrer vers un autre courant, alors qu'à la source même, disons que c'est ces petits problèmes-là que nous voudrions régler pour former des blocs, pour former des rassemblements très forts, pour rendre une certaine force aux partis politiques. Mais aujourd'hui, on en est toujours à voir des gens qui quittent et qui marchent et qui font les petits mouvements. Est-ce que véritablement le système partisan est en marche? Le système partisan aujourd'hui ne peut plus reculer, hein, c'est fini. Il est là et il faut aujourd'hui faire avec. Et en 2026, ça va être la première élection générale pour le Bénin. Alors nous, vous avez vu l'anticipation. Nous déjà au Congrès, nous avons commencé à interroger ce système partisan. L'interroger dans sa dynamique et ce qu'il offre, ce système, et les freins possibles, les blocages éventuels qu'on pourrait avoir en s'intégrant dans ce système ou en voulant suivre ce système. Quand vous êtes contraint par une situation, vous êtes obligé de trouver des chemins alternatifs, c'est-à-dire trouver votre chemin à travers le système tel qu'il est fait. Est-ce que nous sommes totalement satisfaits du système ? Rien n'est jamais à 100%, on ne peut pas être à 100% satisfait de quelque chose, mais on est astreint à suivre cette dynamique. Alors, nous nous préparons. Donc, lors de notre congrès, et nous avons déjà commencé à préparer, à mener nos réflexions là-dessus, il y aura plusieurs ateliers sur le système partisan et surtout sur comment nous allons nous préparer pour affronter ce système partisan. Donc, c'est sur la table aujourd'hui, nous sommes en train de décortiquer sur un plan juridique, sur un plan organisationnel et également sur un plan communicationnel. Donc, nous sommes en train de faire un travail de profondeur sur le système partisan et surtout la façon dont nous allons pouvoir l'utiliser pour pouvoir nous en sortir. Nous avons encore à peine 4 minutes, alors, le temps de laisser William vous amener vers la conclusion. J'ai envie de vous demander, pour les élections générales de 2026, quels sont, disons, comment vous vous préparez? Quels sont vos défis par rapport à ces élections? Notre défi, et vous allez me dire que j'enfonce une porte ouverte, notre défi, c'est le défi de tout le monde. Enfin, arriver à avoir nos élus. Votre défi, c'est le défi de l'opposition, c'est le défi de la mouvance. C'est le défi de Mouel Bénin, tout simplement. Et je l'ai dit tout à l'heure, Mouel Bénin, c'est Mouel Bénin. Donc le défi de Mouel Bénin, c'est le défi de Mouel Bénin, qui est d'avoir également des élus. C'est important pour nous. On a été une première fois, on a compris le jeu, nous allons jouer aussi. Donc, nous aurons des élus. C'est notre premier défi. Notre deuxième défi, qui est un défi important, nous ne voulons pas des élus pour avoir des élus. Nous voulons avoir des élus qui vont nous aider sur place pour accomplir des missions que nous avons aujourd'hui, que ce soit sur le plan agricole. Nous avons un de nos slogans, c'est consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Tout ça s'accompagne de réformes, de pensées, d'analyses de situation. Et il faut peser quand même en tant que parti pour y arriver. Et nous pensons que nous prenons de la maturité aujourd'hui. On ne peut plus nous appeler aujourd'hui jeune parti politique béninois. Nous sommes un parti politique béninois. Fièrement. Merci, vous n'êtes né qu'en 2018. Je vais vous demander, Augustin Kodjam, pour ne pas conclure cette émission, qu'est-ce que vous diriez? Pour ne pas conclure, je dirais, parlons encore et encore de la politique béninoise et surtout, disons aux jeunes béninois qu'en regardant par la fenêtre des réseaux sociaux, on ne voit pas ce qui se passe chez soi. Et pour savoir ce qui se passe chez soi, il faut d'abord, dans un premier temps, voir à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre propre pays, et voir quelles sont les compétences, la puissance qu'a le jeune béninois. J'ai l'impression qu'en regardant ailleurs, le jeune béninois perd la conscience de sa force et de son dynamisme. Il veut tout le temps benchmarker, une sorte d'anglicisme, il veut à chaque fois comparer ce qu'il est à ce que sont les autres. Sauf que ce que sont les autres sont en conformité avec les objectifs qui sont leur culture, leur tradition et leur savoir-faire.
Aujourd'hui, il faut qu'on aille puiser à la source de ce qui représente notre être, notre personne en tant que Béninois et surtout jeune Béninois, parce que ce qui va se passer dans quelques années, c'est que cette jeunesse sera nombreuse et surtout dynamique. Tout le monde veut de la jeunesse africaine, sauf elle-même. Je ne comprends pas. Tout le monde veut de cette jeunesse. Si les gens se battent, si les pays comme la Russie, la Chine, la Turquie, l'Inde, la France, les États-Unis se battent pour venir en Afrique, c'est tout simplement parce qu'il y a un potentiel en Afrique. Et le cœur de ce potentiel, c'est la jeunesse, c'est notre jeunesse, c'est notre démographie. 2,5 milliards d'âmes en Afrique d'ici 2050, c'est ce que disent les démographes. Et nous sommes là, on dit, oh, les autres sont beaux, et nous sommes laids. Non, nous ne sommes pas laids. Et c'est ça que nous devons faire aujourd'hui. Et si j'ai un message pour que cette émission continue, ça nous donne l'occasion de faire encore 2 ou 3 émissions autour de ça. Merci Augustin Kodja. Merci pour votre disponibilité. Vous reprenez vous repartez? Oui, je repars. Dans les heures à suivre. Voilà. Allez, un bon voyage à vous et bien des choses à tous les Béninois qui certainement ont suivi cette émission de ce dimanche. C'était Zone Franche, mesdames et messieurs, de ce dimanche. Nous recevions Augustin Kodja, enseignant en économie, membre du bureau politique national de Moël Bénin. Nous avons passé 60 bonnes minutes à décrypter l'actualité d'ici et d'ailleurs. Tout le plaisir a été pour moi et pour William Clécan, mon collègue, avec qui j'ai animé cette émission. Et derrière tout cela, des techniciens, des réalisateurs, tous ceux qui ont contribué à la bonne marche et à la réalisation de cette émission. On prend rendez-vous dimanche prochain. Merci.